Voilà 35 ans, le couple Ceausescu était donc sommairement exécuté par ses opposants et ce documentaire réalisé par Vincent Decointet a tenté, vous venez de le voir, de faire toute la lumière sur cette révolution roumaine qui fut la seule dans l'ancien bloc de l'Est à avoir fait couler le sang. Mais comment la Roumanie a-t-elle tourné la page du tristement célèbre génie des Carpates? Nous allons maintenant poser la question à nos invités présents aujourd'hui sur ce plateau de Débat-Doc. Marc Semo est tout d'abord avec nous. Bienvenue à vous. Vous êtes journaliste, Bonjour. spécialiste des questions internationales. Vous collaborez notamment pour le quotidien Le Monde et le magazine Challenge. Et vous avez par ailleurs des racines roumaines parce que vos parents ont fui le régime communiste instauré en Roumanie à la fin des années 40. Et vous êtes également un témoin de l'histoire aujourd'hui sur ce plateau. Et là, en 89. Et oui, puisqu'en décembre 1989, eh bien, vous étiez l'envoyé spécial du quotidien Libération en Roumanie lors des événements de Timișoara et de Bucarest. Paul Cozigan est également avec nous. Bienvenue à vous. Vous êtes journaliste, correspondant permanent en Roumanie pour Le Figaro, Radio France et nos confrères de France Télé. En 1989, vous étiez vous aussi sur place à Bucarest. Vous étiez alors étudiant à la faculté de cinéma de Bucarest et vous étiez caméra à l'épaule aux premières loges de cette révolution. Et vous vous dites d'ailleurs, ce fut la première journée de ma vie où j'ai été journaliste. On y reviendra bien sûr dans un instant avec Traian Sandu qui est également à nos côtés. Bienvenue à vous. Vous êtes historien, professeur d'histoire contemporaine à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3 et nous vous devons entre autres, Ceausescu, le dictateur ambigu, publié aux éditions Perrin. Revenons donc sur ces événements, ces fameux événements de décembre 1989. C'est vrai que ce documentaire s'interrogeait, s'agit-il d'une révolution volée? Voilà, c'était la question posée à travers le film que nous venons de voir. Et c'est vrai qu'on se pose toujours et encore cette même question. Avons-nous eu affaire en décembre 89 à une révolution ou à un coup d'État en Roumanie après avoir vu ce film? Alors, la question de la révolution volée, elle est essentielle. En même temps, il faut voir les résultats. La Roumanie, comme vous venez de le dire, est membre de l'Union européenne, membre de l'OTAN, une société démocratique, même si on y reviendra peut-être dans le débat. Il y a encore des tensions. En revanche, si l'on fait l'histoire, par exemple, on voit qu'en Roumanie, il n'y a toujours pas un livre d'histoire, un historien qui fasse référence, qui soit accepté par tout le monde dans qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'il est évident que cette révolution... Il n'y a pas un livre aujourd'hui en Roumanie. Il y a énormément de livres d'histoire qui nous racontent cette fameuse révolution. Voilà, il n'y a toujours pas de consensus, ou même au moins sur les faits, ensuite on peut toujours diverger sur les interprétations véritables de ce qui s'est passé. Mais surtout ce qu'il y a, c'est que toute révolution, c'était valable notamment pour la révolution russe d'octobre 17, est un mélange de mouvements de masse et de coups d'État. C'est-à-dire d'organisations qui préparent la révolution, qui l'organisent, qui en profitent, qui s'emparent du pouvoir. Et donc, dans cette révolution roumaine, il y a eu les deux. Alors que ce documentaire évacue le scénario selon lequel l'Union soviétique serait intervenue d'une manière... Voilà, alors le documentaire l'évacue. Alors ensuite, bon, les Russes évidemment étaient au courant. Les hommes qui ont été les hommes de cette révolution, à commencer par Ion Iliescu, étaient très proches, par exemple, de Gorbatchev. Il y a un personnage que l'on ne voit pas dans le film, mais qui ne pouvait pas l'interviewer parce que depuis il est mort, qui était Silviu Brucan, qui a été un peu un des cerveaux et l'éminence grise de cette révolution. Donc c'est un homme qui, en 88 ou 87, je ne me souviens plus, s'était élevé en comité central contre la ligne Ceausescu, donc il avait été sanctionné, viré du parti, chassé de chez lui, etc., etc., etc. En même temps, il ne lui est rien arrivé d'autre, parce qu'il était sous la protection des Soviétiques. Alors c'était un homme qui avait une carrière brillante, ça avait été un des fondateurs du régime communiste. C'est le seul cas en Europe de l'Est où quelqu'un a été à la fois un de ceux, même s'il était très jeune à l'époque, qui ont instauré le régime en 48-49 et qui ensuite l'a défait. D'ailleurs, il disait, je le connaissais assez bien, j'essayerai ce coup-ci de faire que la révolution soit un succès. Et lui, par exemple, après avoir été chassé de toutes ses fonctions et tout, il a pu faire une tournée en Europe. Ce qui est quand même exceptionnel à l'époque, et revenir. Donc on savait déjà qu'il y avait Ion Iliescu, on savait qu'il y avait quelqu'un comme Silviu Brucan qui était là. Et par exemple, on voit le Premier ministre Petre Roman dans le film, qui était le premier Premier ministre de la Révolution. On ne lui pose pas la question, mais comment êtes-vous devenu Premier ministre? Silviu Brucan, là-dessus, racontait des choses très drôles. Il disait, Petre Roman, il présente bien,
il parle les langues étrangères et c'est le fils d'un bon camarade. Le bon camarade, c'était Walter Roman, qui était un des piliers du Comintern, qui avait été officier des brigades internationales en Espagne, parce que et là je terminerai là-dessus, ceux qui se sont dressés contre Ceausescu, c'était d'une certaine façon les vieux communistes, ceux qui avaient encore une certaine idée du communisme, qui avaient vu ce qui se passait ailleurs, comme Sylvie Broucan, qui avait été aussi ambassadeur aux États-Unis, à l'ONU, etc., et qui voyaient à quel point ce national-communisme populiste, obscurantiste, complètement régressif de Ceausescu était une tragédie y compris pour ce qu'on appelait le camp socialiste, même si à une époque, il avait été celui qui avait dit « je prends une autonomie, il y a une voie roumaine spécifique, etc. » Alors si j'ai bien compris ce que vient de nous dire Marc Semo, ce n'est pas une révolution populaire en tant que telle, c'est pas non plus un coup d'État, c'est un peu des deux. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Il faut comprendre que le peuple entier, tous les Roumains, étaient au bout du rouleau. Tous les Roumains voulaient se débarrasser de Ceausescu. Le peuple, les gens ordinaires, les gens de la campagne, mais également les élites, les services spéciaux, l'armée, les hauts dignitaires de l'armée, ils avaient du mal puisqu'il y avait une crise économique telle, personne ne trouvait de quoi manger, de quoi se chauffer l'hiver. Et donc, de ce point de vue, tout le monde était d'accord et tout le monde voulait ce changement. Sauf que personne... Quand vous parlez des élites, vous parlez des mêmes élites que Marc Semo, c'est-à-dire des élites qui étaient aussi des apparatchiks du parti. Tout à fait. Et qui ont décidé à un moment T, de l'intérieur, de faire basculer le régime. Ils s'étaient tous mis d'accord. Mais ils avaient besoin d'un catalyseur, mais qui ne venait pas. Alors, certes, le mur de Berlin tombe, donc ça vient apporter un poids aux énergies qui devaient à un moment ou à un autre exploser, mais toujours est-il que rien ne se passait. Et c'est là où les choses se compliquent un peu, parce que sans l'aide des services secrets, cette révolution n'aurait pas pu se mettre en marche. Et c'est Timișoara, en fait, qui donne le là à cette révolution. Et donc le catalyseur, il vient du KGB. Et le catalyseur... Non, KGB, c'est autre chose. La Securitat avait un penchant plutôt occidental. Le KGB, c'était plutôt... L'armée roumaine avait un penchant plutôt KGB. C'est l'armée qui demande l'autorisation à l'Union soviétique de faire quelque chose. Il y a un général de l'armée qu'on voit sur ces images qui participe à cette fameuse réunion. Sur l'image, on voit exclusivité France 3. Ça, c'est des images que j'ai tournées moi et que j'ai travaillé avec France 3 à l'époque. Ça a fait un scandale énorme. Et donc, c'est un général de l'armée, un haut dignitaire, qui dit mes braves gens, on va donner comme nom à ce mouvement le Front de Salut National, puisque ça existe depuis 6 mois. Donc, c'est une preuve formelle. Ah oui, en effet. C'est une preuve formelle que ces gens-là étaient déjà réunis pour prendre le pouvoir. Simplement, toujours ce monsieur raconte dans un interview à la BBC, 6 mois après, qu'il avait contacté l'ambassade de l'Union soviétique pour lui demander si jamais en Roumanie quelque chose se passe, quelle sera la réaction de Moscou. 48 heures plus tard, la réponse est arrivée. Citation, l'URSS ne se mêlera pas des affaires des autres pays. Donc, en quelque sorte, le feu vert était donné. Alors, quelle position avez-vous sur cette question ? Je pense, on a entendu des choses très sensées. Donc pour l'éclatement de la révolution, avec certainement un feu vert soviétique et peut-être même des interventions des services spéciaux soviétiques à Iași, parce qu'avant Timișoara, il y avait eu Iași quelques jours auparavant, le 14 décembre. Ceausescu était parvenu à maîtriser la situation en Moldavie. Ensuite, ça s'est allumé de l'autre côté du pays, à Timișoara. Et là, peut-être qu'il y avait des contacts entre les services hongrois et László Tőkés, donc pas totalement impossible qu'il y ait les services hongrois. Et ensuite, à Bucarest, il y avait peut-être des membres des services bulgares. Hein. Donc, il y a eu certainement des infiltrations, au moins pour informer, peut-être même pour inciter, parce que si vous voulez, l'étincelle dont parlent mes deux collègues, c'est l'étincelle qui a eu lieu au moment de cette manifestation du 21 décembre et du discours interrompu. Et là, on a parlé de plusieurs choses, on pourra peut-être y revenir, on a parlé de plusieurs choses comme des altercations ponctuelles qui tout à coup se transforment en bagarre
secrétaire général et tout à coup, après, enfle en opposition à Ceausescu. Mais il y a une autre dimension que celle, qui est simplement de l'étincelle, qui est celle de la situation de la société civile. Et qui a été évoquée par Paul Kosygin. Et Paul a dit que tout le monde était contre Ceausescu à ce moment-là. Il a lu mon livre, je l'écoute, je sais ce qu'il pense. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur cette question. On pourra y revenir sur l'état de la popularité de Ceausescu à la fin de l'année 89. On va écouter quelqu'un qui témoigne dans le film que nous venons de voir. Il s'agit de Stelian Tanas, qui était un opposant du régime, et il nous parle de ce fameux procès du 25 décembre 1989. Ils ont voulu le liquider pour ne pas, comment dire, pour ne pas débattre de ce que représentait le communisme, pour ne pas identifier les coupables, ne pas déterminer les causes de ce qui s'était réellement passé. Les Roumains avaient besoin de vérité. Ils avaient besoin de parler à voix haute. Ils se taisaient depuis 50 ans. Le procès a empêché tout cela de se réaliser. Il faut se replacer dans le contexte. Ça, c'est très important. À l'époque, à ce moment-là, plus de 99% des Roumains ne voulaient qu'une chose, que Ceausescu disparaisse. Alors ça recoupe ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Marc Semo, à propos de ce fameux procès du 25 décembre 1989, cette exécution, vous dites notamment le moment fondateur de démocratie aurait dû être le procès du dictateur, et ça a été une parodie de justice, mais une révolution qui commence par un tel déni de justice restera une révolution qui restera profondément malade. Est-ce que ce procès n'est pas finalement le péché originel qui empêchera le travail mémoriel par la suite post-communiste en Roumanie? En grande partie, c'est vrai, parce que le procès de Ceausescu aurait été très spectaculaire, mais je pense que personne n'avait très envie de ça, parce que Ceausescu aurait raconté comment il était reçu dans toute l'arène internationale, les soutiens dont il avait disposé. Ça aurait mis à jour toutes les complicités, tous ceux qui avaient profité du régime. Donc personne n'avait envie de ça. Alors, il y a un parallèle, c'était le procès Mussolini, entre guillemets, c'est-à-dire où les partisans italiens ont liquidé Mussolini sans autre forme de procès, un peu pour les mêmes raisons, c'est-à-dire la peur. En exposant d'ailleurs son corps, son celui corps, de sa maîtresse d'ailleurs, mais disons, à Milan. Pour la même raison, pour éviter... Oui. Parce qu'effectivement, et là-dessus, Trajan Sandou en partie a raison, tous les régimes dictatoriaux profitent d'un consensus passif. Et les gens n'ont pas envie d'être confrontés à ça. Il y a une très belle phrase de Václav Havel, le célèbre dissident tchèque, qui dit « Il ne faut pas vous interroger... » Qui a été président par la suite. Qui a été président, qui a été justement poussé par les révolutionnaires de Lourdes à Prague. Il dit « Il ne faut pas vous interroger sur ce que vous avez fait, mais sur ce que vous n'avez pas fait. » C'est-à-dire que le consensus passif est la chose la plus terrible. Et c'est là-dessus que tiennent les dictatures. Donc d'une certaine façon, le procès de Ceausescu, personne n'en avait envie. Mais en même temps, à cette époque, et là, Petre Roman a raison, il y avait des combats dans tout le pays, c'était une confusion générale. Je pense que la nécessité de montrer que Ceausescu n'était plus, pour définitivement montrer que la page était tournée, avait, y compris en termes de sécurité par rapport à toutes les violences, par rapport à tout ce chaos dans le pays, avait une certaine logique. Paul Kosygin, est-ce que c'est pas ça le péché originel, pour reposer ma question, qui a empêché finalement la suite du travail mémoriel? Parce que ceux qui ont mené ce procès, ils seront au pouvoir par la suite, et ils le seront pendant d'assez longues années, parce que la suite de l'histoire, c'est que le PC roumain devient le Parti social-démocrate, et que ce Parti social-démocrate occupera pendant... Occupe toujours. 25 ans, plus de 25 ans. Le Premier ministre... c'est quasiment les rouages du gouvernement, du pouvoir. Oui, le Parti social-démocrate est toujours le principal parti du pays parce qu'il a hérité de tout l'emplacement communiste dans les régions, dans les villages. Donc c'était très simple pour eux. Ils ont juste dire bonjour, we take it from here, comme peuvent dire les Américains dans les bons films. Mais pour revenir un peu à ce procès, bien évidemment que pour nous ça a été un choc puisqu'on voulait le laisser parler. Vous savez... moi, je dis toujours, et je ne suis pas très aimé à Bucarest quand je dis ça, et je suis roumain, donc je pense que j'ai le droit de le dire. Nous, les Roumains, nous sommes tous coupables
de ce qui s'est passé pendant ces 40 ans, parce qu'on n'a pas bougé. Et c'est une des raisons pour lesquelles la Roumanie n'a pas été reçue en Europe lors du grand élargissement qui a eu lieu en 2004. 2004, oui, voilà. 2004, oui. La Roumanie et la Bulgarie ont été tenues à l'écart. Oui. À l'époque, j'étais correspondant pour la télévision roumaine ici, et les journalistes roumains étaient furax. Comment est-ce possible? J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on a fait, nous, les Roumains? On n'a pas eu un Václav Havel, on n'a pas eu le printemps de Prague, on n'a pas eu la Pologne. Les Roumains, on les compte sur les doigts d'une main, les vrais dissidents du système roumain. Et donc, on a baissé la tête et on a laissé faire. Et par conséquent, pour une partie des Roumains, c'était bien que Ceausescu ne parle pas. Mais en même temps, on aurait appris que Ceausescu n'était pas vraiment au courant de toutes les réalités du pays. Pourquoi? Parce que son entourage proche, pour garder leur place, il racontait n'importe quoi. Il rapportait des chiffres, que le Congrès est formidable, que les chiffres du ramassage du blé, l'industrie, tout va formidablement bien, on n'a plus de dette extérieure. Et donc Ceausescu, quelque part, croyait que vraiment son pays était à tel point... Parce que vous vous rendez compte, peut-être qu'il serait enfui avant le début de la Révolution, s'il n'avait toujours pas confiance en son peuple. Ce que peut-être les téléspectateurs ne savent pas dans le film, on ne voit pas cette scène puisqu'elle n'a pas été filmée, il y a juste une photo. Ceausescu, le 22 décembre, il sort avec une porte-à-voix et il essaie de parler aux manifestants qui étaient en train d'investir le bâtiment avant qu'il prenne la fuite dans son hélicoptère. Donc, lui pensait pouvoir encore convaincre son peuple. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant pour quelqu'un qui... était au courant de tout. Donc, il ne fallait pas qu'il parle. Eh bien, ce n'était pas si étonnant que ça. Parce que ce que disent les derniers ouvrages que j'ai lus, mais qui vont dans le sens de ce que tu dis, c'est qu'en fait, Ceausescu était populaire. Et Ceausescu, jusqu'au bout, les lettres sont là pour en témoigner, avait encore une partie de la population avec lui, sur la vieille lancée de la popularité anti-soviétique d'ailleurs. Et anti-soviétique qui remonte à 1968, lorsqu'il s'est opposé à l'entrée des troupes soviétiques et du pacte de Varsovie à Prague, et toute son ouverture vers l'Occident, l'assouplissement de la société dans les années, fin des années 60, dans les années 70, prouve qu'il était tout à fait populaire très longtemps. Et jusqu'au congrès de novembre 89, il reçoit encore des lettres anonymes. Ce ne sont pas des flagorneurs qui montrent sa popularité. Alors, une partie de la société est effectivement hostile, beaucoup dans les villes, etc. Mais une partie de la société qui sont pas seulement des gens simples de la campagne, mais qui sont des gens qui ont été mobilisés selon les méthodes bolcheviques de régénération de la société, la création d'un homme nouveau, d'une société nouvelle, et dont il a profité en réalité jusqu'au bout. Donc c'était un risque de guerre civile, là, de vraie guerre civile. Je pense qu'il y a partout de l'histoire révisionniste, mais si vous voulez se baser sur les lettres, la même personne pouvait très bien envoyer une lettre au cher camarade tout en pensant par devers lui de la réalité du régime. Il y a un proverbe roumain qui dit « embrasse la main que tu ne peux pas couper ». Donc, quand on a besoin de Ceausescu pour essayer d'espérer d'avoir un petit bout de poulet dans un magasin où il n'y a plus rien, quand on a besoin de Ceausescu et du régime pour survivre, vous envoyez des lettres. Je pense que ce que vous oubliez, c'était le degré d'humiliation dans lequel vivaient les Roumains dans les dernières années du régime. C'est vrai qu'à une époque, il a été populaire. Dans les années 68, quand il avait condamné l'intervention en Tchécoslovaquie. Oui. Mais ensuite, il y a eu un drame quand Ceausescu a été en Corée du Nord et en Chine. Voilà. Il a vu ces régimes totalitaires. Et à ce moment-là, ça fait tilt dans sa tête. Il s'est dit, on va faire pareil en Roumanie. Alors, et là a commencé un cycle qui a amené la Roumanie à devenir un pays totalement exsangue, qui a remboursé toutes ses dettes extérieures, mais qui était exsangue, mais avec une population qui a vécu dans l'humiliation, le froid, quasiment la faim. La fameuse génération de jamais sacrifices. Pardonné. Je voudrais maintenant qu'on dise un mot de Ian Iliescu. Ian Iliescu, c'est donc le leader qui sort de ce mouvement. Il deviendra le premier président d'une Roumanie démocratique. Il le restera assez longtemps, jusqu'en 1996. Il sera même réélu entre 2000 et 2004. Est-ce que lui et ceux avec qui il a exercé ce pouvoir à ce moment-là sont responsables du fait qu'on n'ait pas vraiment tourné la page de Ceausescu en Roumanie? Oh, je ne dirais pas. Il vient du système.
Il vient du système. On savait, par exemple, moi j'étais au courant depuis 1986 grâce à un article du Time Magazine où c'était marqué que Ceausescu était malade et que c'est un certain Ion Iliescu, 56 ans à l'époque, qui se prépare, un proche de Gorbatchev, qui se prépare pour prendre sa place. Donc moi, quand je l'ai vu arriver en 89, j'ai dit, ben, ça y est, c'est bon. On a quelqu'un qui est dans les affaires, qui sait ce qu'il faut faire. J'étais parmi les manifestants au siège du comité central qui disaient, mais c'est qui celui-là? Il est en costard, on n'a pas besoin encore des communistes. J'ai dit, mais vous inquiétez pas, il sait, il se prépare. Parce qu'il y a eu tout ce débat. Iliescu a ouvert très vite le pluripartitisme. Il a fait venir, d'ailleurs, dans un long interview que j'ai fait pour Le Figaro, il y a 4 ans de cela, je crois, ou 5 ans, Iliescu parle, il a presque les larmes aux yeux en se souvenant de l'époque tout de suite en 90, quand il a ouvert des négociations avec tous les partis politiques, les partis historiques, le Parti national paysan, les libéraux, sauf que leurs représentants avaient vécu à l'étranger. Et pour les Roumains, pour faire suite à ce que vous dites, pour les Roumains de base, ils disaient non, il n'a pas mangé ici notre salami pourri, on ne va pas choisir un libéral qui a vécu à Paris ou à Londres, non. Nous, on va choisir M. Iliescu. Donc Iliescu a surfé, il a gagné la première élection avec presque 90%, ce qui est formidable, mais tout le monde avait voté, la plupart des gens, ça n'a pas été une élection truquée comme en 47, ça c'est clair. Mais alors Ion Iliescu, il doit rendre des comptes aujourd'hui devant la justice roumaine. Il est poursuivi, mais il est poursuivi pour crime contre l'humanité. Et il doit rendre des comptes sur les fameux 862 morts des 3 jours qui ont suivi le 22 décembre 1989. Où en est-on de ce procès qui est fait aujourd'hui à Ion Iliescu? Souvenez-vous, il y a 5 ans, je vous avais répondu à ça, j'étais persuadé que le procès aura lieu, dans une autre émission qu'on avait fait chez vous. J'étais confiant à l'époque, je suis moins confiant maintenant puisque le dossier traîne. Le dossier, en ce moment, se trouve à la Haute Cour de cassation et de justice qui doit donner un avis ou pas sur la légalité de l'instruction du dossier. Et il se peut que ce procès retourne au parquet militaire pour refaire à zéro. Même moi, j'ai dû témoigner puisque j'étais témoin des événements, j'ai dû déposer mes images là-bas. Donc j'étais interrogé par les procureurs militaires, jour par jour, heure par heure, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai vu, etc. Toujours est-il qu'il y a tant de familles qui ont perdu leurs proches et qui ne peuvent toujours pas faire leur deuil de ces drames. Mais les crimes ne seront jamais prescrits. Et d'ailleurs, dans le film, il y a un procureur, il y a Dan Wojnek qui est dans le film, et qui, d'ailleurs, c'est celui qui a amené ce dossier devant la Cour européenne des droits de l'homme pour obtenir la non... Donc nous ne sommes pas encore au bout de ce procès, Ion Iliescu, du côté de la Roumanie. Y a-t-il encore des nostalgiques de Ceausescu en Roumanie aujourd'hui, en 2024? Oui, et si oui, qui sont-ils? Et pour les raisons, donc je vais reprendre de façon un peu synthétique les remarques de mes Vous collègues. répondez à ma question. Voilà, je réponds à votre question. Parce qu'aussi bien en 1971, il y a aussi une révision historiographique d'un livre qui est sorti dessus, qui montre qu'en réalité, Ceausescu ne s'est pas inspiré des exemples asiatiques, qui montre aussi que d'autres ouvrages qui montrent, et dont le mien, qui montrent qu'en fait, les combats entre le 22 et le 25 décembre n'étaient pas une manipulation de l'armée pour faire oublier sa répression d'avant le 22 décembre et pour se donner une belle image, c'était des vrais combats. D'accord, donc vous n'êtes pas d'accord, entre parenthèses, avec ce qui est dit dans ce documentaire. C'était des vrais combats et un début de guerre civile. Toute la popularité qu'il y a aujourd'hui de Ceausescu, elle est due à ces 2 axes. Le premier axe, c'est que c'est une popularité qui a existé jusqu'en décembre 89 et qui ne s'est écornée que sur la fin, effectivement, dans les années 80, mais pas totalement. Et aussi, c'est dû à la dureté de la transition après 1989. Il y a eu les années 90, durant lesquelles des affairistes locaux ont mis la main sur le potentiel productif roumain et à partir de 2000, avec les perspectives d'intégration roumaine, ce sont des affairistes occidentaux qui ont mis la main dessus. Un simple exemple que j'ai déjà donné, je peux vous le rendre, de monsieur Bernard Arnault qui payait ses ouvriers dans la chaussure, pour des chaussures made in Italy, qui étaient en fait made in Romania, il payait ses ouvriers jusqu'à il y a peu d'années 133 € par mois. Donc, le capital occidental a trouvé une main-d'œuvre fort peu chère du côté roumain. Évidemment, ça la rend Ceausescu avec son industrie locale et son prestige occidental. Ça le rend populaire. Je pense qu'il faut être sérieux maintenant sur un certain nombre de choses.
Bon, qu'il y ait des nostalgiques de Ceausescu, comme il y en a dans tous les pays de l'Est, des anciens régimes, il y en a des vieux, etc. C'est ce qu'on appelle donc il y en a. Les perdants de la transition, mais c'est extrêmement marginal. Parce que pour la plupart des Roumains, indépendamment de ce qu'ils pensent et de leur rejet de la classe politique telle qu'elle est actuellement, la fin du communisme, ça a été l'occasion de pouvoir aller ailleurs. Vous avez 5 millions de Roumains dans la diaspora, notamment en France, ils sont très nombreux, qui prospèrent, qui ensuite reviennent, notamment c'est très frappant en Italie, au pays, avec souvent des capitaux donnés par ceux qui avaient été leurs employeurs. C'est très frappant en Italie, où Timișoara est devenu quasiment l'arrière-cour de la Vénétie, qui est une des zones italiennes les plus développées. Pourquoi? C'est tout simple. Vous mettez une nuit de camion pour aller de Timișoara à Trévise ou les régions de la Vénétie. Donc à tous les Désolé, il nous reste peu de temps, donc vous nous dites qu'il reste... Oui, il en reste des nostalgiques, mais il en reste très peu. Il en reste très peu. Voilà. En revanche, il y a un courant politique qui s'exprime aussi dans les votes de l'extrême droite que l'on voit là, qui cultive cette ambiguïté par rapport à la mémoire de Ceausescu, par rapport à la mémoire du communisme. Et, si vous voulez, une des conséquences de ce non-travail de mémoire de la Roumanie, c'était aussi l'explosion aux dernières élections présidentielles et législatives de l'extrême droite. Un candidat de l'extrême droite, un certain Călin Georgescu, qui a fait la surprise avec notamment... Qui est même arrivé en tête à l'élection présidentielle. Une élection qui a été entièrement annulée par le Conseil constitutionnel roumain. Parce qu'au-delà même de ce que représentent les manipulations sur les réseaux sociaux, il y a effectivement ce courant, aujourd'hui, nationaliste, xénophobe, qui est en train de monter. Et cette, réhabilitation relative de Ceausescu en fait partie. D'accord avec ça ? Oui, tout à fait, mais peut-être pour conclusion, je voulais juste rappeler, parce que vous parlez de la fin du communisme, j'étais sur le balcon du comité central le 22 décembre quand Iliescu arrive pour parler à la foule, et tout de suite, dans son discours, il dit « Mes chers camarades », et la foule, il y avait peut-être un demi-million de gens en bas, ils ont commencé à crier « Sans les communistes, sans les communismes ». Et c'est ça qui leur a fait peur, et c'est après ce moment-là qu'une demi-heure plus tard, le coup d'État commence. Parce que quand on parle de coup d'État, ce n'est pas un coup d'État contre Ceausescu. Moi, je parle plutôt d'un coup d'État contre la nouvelle Roumanie, celle qui a émergé à Timișoara, à Iași, à Brașov et à Bucarest dans la nuit du 21 décembre. Le coup d'État, à mon sentiment, c'est donné par Iliescu et sa clique qui a, pour mettre la main sur le pouvoir, a déclenché un chaos dans le pays, afin que les gens se retirent, qu'ils restent tranquillement à la maison et qu'Iliescu arrive comme un sauveur. Souvenez-vous, pour les téléspectateurs, qu'ils ont dit qu'il y a des terroristes, des Palestiniens qui tirent sur la foule. On n'a trouvé aucun terroriste. Jamais. 35 ans plus tard, on n'a pas trouvé un seul terroriste palestinien qui est venu en Roumanie semer la terreur ou tirer des hélicoptères, etc. C'est faux tout ça. Mais ça nous a fait peur à tous, on s'est retirés à la maison. Et juste pour finir... Et sur le lien qu'a fait Marc Semo avec l'extrême droite et les scores réalisés aujourd'hui par l'extrême droite à cause de ce passé en Roumanie, que ce soit aux élections législatives où les scores sont non négligeables, et puis cette fameuse présidentielle tout de même annulée purement et simplement après qu'au premier tour, le leader de l'extrême droite roumaine soit arrivé en tête. Je peux vous dire qu'il y a une énorme frustration en ce moment en Roumanie. Les gens sont d'une part très fâchés parce qu'ils n'ont pas pu aller voter pour le deuxième tour. Ils sont très fâchés contre l'actuelle classe dirigeante. Et je crois qu'au mois de mars... Parmi eux, parmi ces hommes, parmi ces femmes qui sont très fâchés, on a des nostalgiques de Ceausescu. Vous êtes d'accord avec Marc Semo aujourd'hui? Il y en a des nostalgiques qui disent par exemple, voilà, Ceausescu a construit le métro par exemple, il a construit le canal Danube-Mer Noire, il a fait un tas de choses et il a fait une autoroute. Nous, on n'est pas capable depuis 35 ans de construire une deuxième autoroute dans ce pays, il n'y a que des bouts d'autoroute. C'est un peu exagéré, mais il y a un nombre de plus en plus limité puisqu'ils sont de plus en plus âgés. Mais il y a quand même, parmi les enfants, parmi ma génération, il y en a des gens qui disent « mais c'est mélangé, c'est parce qu'on était jeunes et on n'avait pas de soucis et c'était formidable, qu'est-ce que c'était bien. On ne cherchait pas du boulot, on était sûr d'avoir un travail alors que maintenant il faut ramer pour trouver un boulot, etc. » Bon. Dernière question, et c'est l'historien auquel je m'adresse. Il y a, semble-t-il, un seul musée commémorant cette révolution roumaine aujourd'hui dans le pays, c'est à Timișoara. C'est bien peu.
Il y a aussi la reconstitution aujourd'hui qui existe. Ce sont les toutes premières images du documentaire que nous avons vu, du lieu où a lieu ce fameux procès du 25 décembre 1989. Il n'y a pas beaucoup de lieux finalement qui fait référence à cette révolution roumaine aujourd'hui. Pas cette révolution roumaine, mais il y a des lieux de mémoire aux prisons qui se trouvent à Sighet, et notamment à la répression stalinienne, de l'époque stalinienne, de l'installation du régime communiste, qui a éliminé l'ancienne classe dirigeante de l'entre-deux-guerres. Mais pas sur la période Ceausescu proprement dite. Non, pas sur la période Ceausescu, pour une raison, et je tiens à revenir. C'est qu'il a... Oui, ça sera le mot de la fin. Les niveaux de popularité de Ceausescu dans les sondages sont autour de 60-70%, comme meilleur chef politique que la Roumanie ait connu dans son histoire. Ouais. Donc ce sont des niveaux extrêmement forts. Et dans ce sondage, on a sans doute des gens qui n'ont jamais vécu cette période. Certains l'ont vécu, d'autres ne l'ont pas vécu. Il y a 35 ans quand même. Hein. D'autres ne l'ont pas vécu, mais ils ont vécu la transition durant laquelle, comme le disait très bien Paul, ils ne trouvent pas d'emploi, sauf des emplois payés à 130 € par mois. Maintenant, le salaire a un peu augmenté, sauf des emplois à l'étranger. C'est la fin de cette émission. Hein. Sauf des emplois à l'étranger. Je rappelle quand même que les Roumains, la prostitution européenne est assurée à 1/3 par des Roumaines. Donc, ce sont aussi ce type-là d'emplois. Ou alors les médecins qui ont quasiment déserté la Roumanie, la moitié des médecins sont partis. Ben, cette fois, ça sera vraiment le mot de la fin. Vraiment un grand merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat doc consacré aujourd'hui aux fameux événements de décembre 1989 en Roumanie, ce procès de Ceausescu, cette exécution du couple Ceausescu et cette fameuse révolution roumaine. Vos réactions, ça sera sur #DébatDoc, bien entendu. Merci à Félicité Gavalda, Victoria Bellet qui m'ont aidé à préparer cette émission. Et je vous retrouve tout simplement pour un prochain débat doc. Ça sera bien entendu avec son documentaire et son débat. À très bientôt.